La Guyane, le plus grand département français. Un littoral composé de mangroves, de marais et de zones sableuses. Des zones humides d'une très grande richesse biologique. À leurs origines, des phénomènes d'érosion et d'envasement de la côte parmi les plus importants au monde. Une côte qui change d'une année sur l'autre, d'une incroyable biodiversité. En 2001, conscients de l'intérêt et de la fragilité écologique de ces zones humides, les Guyanais les ont regroupés dans un espace à vocation de protection et de valorisation durable, le parc naturel régional de Guyane. Bon alors tu les as jamais vus ces capteurs? Ben non, ce sera l'occasion. En fait sur la tour on a des capteurs qui mesurent les échanges de dioxyde de carbone entre la forêt et l'atmosphère. Mais autour de la tour on a le suivi de la croissance des arbres. Nadine Amusant est botaniste. Elle travaille au CIRAD, un organisme spécialisé dans la recherche sur le bois. Elle est aussi membre du comité scientifique du parc et, à ce titre, elle doit accomplir une mission. Il lui faut dresser l'état des lieux de ces zones humides et évaluer les pratiques de développement durable. Elle nous emmène d'est en ouest des marais de Caux à la réserve de l'Amana, sur plus de 300 km de littoral, de la frontière du Brésil à celle du Suriname, du fleuve Oyapock à celui du Maroni. Bruno, un des collègues de Nadine, lui a demandé, avant qu'elle ne parte pour ce voyage, de venir voir en forêt les premiers résultats de ses recherches sur le réchauffement climatique. Il a placé sur les arbres des capteurs de croissance. La forêt amazonienne, la forêt tropicale, elle a joué un grand rôle dans l'atténuation du changement climatique pendant longtemps. Le changement climatique, c'est quelque chose, enfin l'augmentation de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, c'est quelque chose en fait qui est constant depuis plusieurs décennies. Et pendant 30-40 ans, cette forêt, elle a contribué à atténuer cette augmentation parce qu'elle a stocké plus de carbone par la photosynthèse qu'elle n'en émettait par la respiration. Et ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'en fait, cette capacité d'atténuation du changement climatique, elle est en train de se terminer. Nadine remonte vers l'est. Elle se dirige vers les célèbres marais de Caux. C'est la plus vaste zone humide de Guyane. Elle a rendez-vous avec Céline Frémaux, la conservatrice de cette réserve qui est située dans le parc naturel régional. Alors Céline, comment vas-tu? Bonjour Nadine, ça va? Et toi? Hop, impeccable. Bon. Il y a une partie de marais du côté du littoral, puisque la réserve est très vaste, hein, elle fait plus de 94 000 hectares. Donc il y a cette partie de savane inondable, il y a une partie marais, il y a une partie cordon littoral avec la mangrove, la vasière, et il y a une partie de la montagne de Caux, qui est une partie de forêt, essentiellement secondaire. Là on est en saison des hautes eaux, on est en période des pluies. Le niveau de l'eau est très haut. Et les savanes sont complètement inondées. Cette zone-là, quand elle a été découverte au moment de la colonisation, c'était complètement fermé. Et pour les besoins donc, des énormes habitations qui sont installées dans la zone, toute cette partie de savane a été poldérisée. Et il faut s'imaginer que donc, il y a 2 siècles ici, on était au milieu des champs de canne à sucre, des champs de roucou. Donc poldérisé, ça veut dire qu'on a asséché voilà. Les terres. Ces terres-là étaient asséchées et à certains endroits on voit encore des petits canaux en fait, qui permettaient de surélever des carrés de terre et d'évacuer l'eau pour permettre l'agriculture. La réserve de Caux offre une vue dégagée, exceptionnelle en Guyane. Elle offre aussi une grande diversité. Ces marais abritent des espèces rares et certaines en voie d'extinction. C'est ici que l'on retrouve le plus grand nombre de caïmans de toute l'Amérique du Sud, pas moins de 4 espèces.
Pourtant, il reste très difficile à observer. Il se cache dans les herbes flottantes. À l'époque précolombienne, les hommes ont asséché ces prés afin d'y permettre l'exploitation agricole et l'élevage. Aujourd'hui, les prés sont devenus des savanes fréquemment inondées. Là, je vois quelque chose d'intéressant. Tu vois, la grande cuve en fonte, c'est une chaudière qui est remplie de bois, là. C'est un des grands récipients qui était chauffé dans les sucreries, romeries à l'époque coloniale. C'est un élément qui a dû être trouvé dans la zone, hein, parce qu'il y avait des habitations implantées, comme je disais, sur toute la zone, à peu près d'ici jusqu'au canal. Une forte activité. Voilà. Ici, la préservation de la biodiversité résulte d'un savant équilibre entre l'homme et la nature. Ces éleveurs, des travailleurs brésiliens, entretiennent le troupeau pour le compte du propriétaire qui vit à Cayenne. Et pour toutes ces mines Menendé. Chaque semaine sera manadé. D'accord, B par semaine. Okay. Donc il nous disait qu'il faisait partir les bêtes sur pirogue. Donc il leur attachait les pattes et puis il en fait partir à peu près 2 par semaine pour les besoins, pour pouvoir faire la production de la viande. Les monter à Cayenne. Et... Voilà. Toute l'année, 450 zébus sont laissés en semi-liberté. En nombre limité, ils broutent la végétation sans dénaturer l'environnement et leurs excréments contribuent à enrichir les sols. Un peu plus loin, le village de Caux est situé au cœur de ce milieu naturel. En saison des pluies, Caux n'est accessible qu'en pirogue. Une centaine d'habitants y pratiquent la chasse, la pêche et l'agriculture. Carmélite Madère est née ici, il y a 58 ans. À la maison. À la maison. Est-ce que tu sais danser? Ah ben oui, je crois. Toi et toi? Américain, tu sais danser américain? Ah bon, ça je sais pas, peut-être tu vas m'apprendre. Pour elle, les habitants ont toujours su bien gérer les savanes. À chaque saison sèche, ils brûlaient les moukou-moukou, une plante qui envahit les marais pour faciliter la circulation des pirogues. C'est cette technique que l'on nomme les brûlis. Depuis que les savanes sont devenues une réserve naturelle, il faut aux habitants une autorisation administrative pour faire des brûlis. Du coup, ils ont progressivement abandonné cette pratique traditionnelle. Carmélite Madère le déplore. Interdit de faire ci, interdit de faire ça, de leur pratique, hein, qu'ils avaient l'habitude. Alors donc, non, les gens n'avaient pas bien accepté. Puis on avait des moukou-moukou, mais pas comme ça. Les moukou-moukou, voilà, vous voyez, tout c'est ce qu'on appelle les moukou-moukou. Donc ici, là, par exemple, il n'y en avait pas. Donc ça a commencé à générer dans toute la savane. Ça va devenir un marais. Un marais, ça garde de l'eau. Une savane, c'est pas forcément, il ne garde pas l'eau. Donc lorsque on vient à la saison sèche, il n'y a pas d'eau. Vous pouvez même rouler une voiture si ce n'est pas les arbres. C'est complètement asséché. Pour tous, l'enjeu est de préserver la biodiversité. Céline, la responsable de la réserve, a une tâche ardue, concilier les différents points de vue. Elle sait bien que la biodiversité n'existera plus si le milieu devient impénétrable à cause d'une végétation envahissante. La protection de la réserve s'accompagne du développement de l'écotourisme, dont les visiteurs sont de plus en plus friands. C'est le premier espace naturel fréquenté en Guyane. 20 000 visiteurs par an. C'est énorme. Et il y a quand même une dizaine d'opérateurs touristiques qui proposent des circuits en pirogue, voire des nuits sur des carabets flottants ou sur des pirogues aménagées. Il y a une quarantaine d'années, Jean-Louis Antoine habitait Paris. Il a survolé ses savanes et il en est tombé follement amoureux. Son rêve réalisé, abandonner le périphérique Est pour construire des habitations flottantes dans les savanes de Caux. Aujourd'hui, il accueille plus de 8000 touristes chaque année. Son équipe est d'origine brésilienne, créole, bushiningué, amérindienne et surinamaise. Les repas mélangent toutes ces cultures, à l'image de la Guyane. Poupia, lait de coco. On fait poupia, lait de coco. Il y a raté patate douce.
Chou rouge et chou blanc. Donc, tu as changé de four alors. Donc le mélodie que vous entendez sur la gauche, c'est un sporophile picolette. Siméon est surinamien et fier d'être guide touristique. Cet ancien menuisier sait tout faire. Il a participé à la construction du Carbet, il s'est échiné sur la plomberie, il est passé en cuisine avant de faire découvrir aux visiteurs la faune et la flore des marais. Il le fait avec bonheur. Regardez un joli morpho, juste là. Vous avez vu le papillon bleu ? 100 000 hectares de savane et de collines. 74% des oiseaux de Guyane et un paysage unique. Un seul animal sauvage manque à l'appel, le moustique. Le milieu lui est totalement hostile, trop de prédateurs, ce qui en fait un site particulièrement agréable. Donc là, vous avez un grand aigrette blanc, localement nommé grand blanc. C'est la plus grande aigrette ici d'Amérique. Regardez là sur le tronc, vous avez des tout petits chauves-souris. Il y en a au moins 3, 4. Et c'est vraiment un endroit où est-ce que l'homme ne vient pas souvent. C'est très sympa pour les animaux, voir les animaux et tout. Vous avez le caïman qui est le plus gros, c'est-à-dire le caïman noir. Il peut aller jusqu'à 6-7 mètres. Ici, on a plus le caïman noir et le caïman à lunettes. On va passer à côté, vous allez penser que c'est un branche ou bien un bout de bois ou un tronc. Mais ils sont là, jour comme nuit. Donc là, nous sommes à Bassin-Roche et nous allons arrêter la balade juste là. Donc baignade autorisée pour ceux qui veulent. Vous pouvez piquer une tête. Ils ont beaucoup peur que nous. Que nous, on a aussi qu'eux. Une fois plongés dans l'eau, au lieu de venir attaquer, ils vont savoir déjà que le morceau est trop gros. Donc ils ne viendront pas nous attaquer. De retour au Carbet, les touristes prennent à peine le temps de dîner et d'installer leur hamac. Ils préparent leur sortie. L'événement de la nuit, l'observation du fameux et très secret caïman noir. Caux est l'un des derniers refuges pour cette espèce protégée. Ils sont très sympas, les caïmans noirs en principe. Regardez, il est juste là. Pour la deuxième étape de son parcours, Nadine continue son voyage à l'est de la Guyane, vers Saint-Georges de l'Oyapock, à 2 heures des marais de Caux. Cette partie du parc régional se situe dans l'estuaire de l'Oyapock, à la frontière du Brésil. C'est un territoire soumis à de forts enjeux économiques, sociaux et écologiques. La commune de Saint-Georges étant partie sur le territoire du parc, on va rencontrer Louis-Antoine, qui est un acteur du parc. Et ce qui est intéressant à travers ces communes, c'est de voir un peu comment, à travers différentes actions, on vise le développement d'un territoire, le développement économique du territoire, en tenant compte des besoins de la société, mais aussi on veille à la gestion des espaces naturels et aussi à leur valorisation.
La plus grande frontière française se situe ici, face au Brésil, longue de 730 km, à l'est de la Guyane. Côté français, Saint-Georges-de-l'Oyapock est une petite commune paisible de près de 4000 habitants. La ville doit son existence à la construction d'un bagne au XIXe siècle dont il ne reste aucune trace. Il avait été construit en bois. Aujourd'hui, la vie s'écoule paisiblement, avec simplicité. Certaines traditions sont surprenantes, comme celle de promener ces oiseaux en cage afin qu'ils puissent eux aussi profiter de l'environnement. On les appelle les picolettes. Pour traverser la frontière, 150 piroguiers assurent la liaison avec Oiapoque, côté brésilien, et ils ne sont pas prêts de s'arrêter. À l'embarcadère, Nadine retrouve son collègue Antoine-Louis Alexandre, un agent du parc, intervenant sur cette zone, facilitant la coopération entre les deux rives, entre la France et le Brésil. Ça va Antoine? Ça va? Ouais, bonjour. Bien voyagé? Achevé en 2011 pour faciliter les échanges entre la France et le Brésil, le pont n'est toujours pas en service pour raisons administratives. Les infrastructures douanières se mettent en place lentement. À un certain moment, au niveau français, on avait parlé de la mise en place des infrastructures, je veux dire douanières. Ces infrastructures sont présentes, les douaniers sont également présents. Du côté brésilien, les infrastructures en dur ne sont pas présentes, mais en tout cas, il y a des bungalows que j'ai visités. Donc, il y a un progrès. Et ici, historiquement, ça s'appelait Petite Martinique. Oui, je me rappelle, il y a très longtemps. Voilà. Attention les mains. Bon, on va passer par là. Antoine vient à Oiapoque à la demande de ses collègues brésiliens du parc national de Cabo Orange. Il vient voir comment on protège les zones humides de l'estuaire de l'Oyapock. Ici, les autorités brésiliennes font face à deux trafics importants, le trafic du bois et la pêche illégale. Avant son rendez-vous, il propose à Nadine, qui n'est jamais venue ici, de faire un tour au marché couvert. Ça ressemble plus à un gros bazar. Là, tu as tout ce qui concerne les habillements, les chaussures. Et derrière, on va rentrer dans l'alimentaire. Tout ce que tu vois là, ça a été fabriqué localement. Le couac traditionnel, mais quand tu regardes bien, il y a différentes catégories de couac en termes de couleur, en termes de granulométrie. Et puis les autres produits du couac, on a l'amidon sec. Et ça sert à faire des crêpes à base de manioc. Muito obrigada. La pression monte à Oiapoque. Une équipe d'agents fédéraux est venue spécialement pour exercer des contrôles. En ce moment, il y a beaucoup de contrôles. Parce qu'il y a des gens qui coupent du bois illégalement. Antoine veut rencontrer la commissaire Monica Gallas. Chargée de la protection de l'environnement, elle vient de réussir une grosse opération. 29 mètres cubes de bois ont été saisis. 1,5 tonne de poissons pêchés illégalement. On a arrêté 3 véhicules et 3 embarcations pour une valeur globale de 50 000 réals. Les agents du parc national brésilien veillent toute l'année sur les quelques 6500 km² du parc naturel. Ils protègent l'un des plus fragiles écosystèmes de l'estuaire de l'Oyapock, les manguésailles. Ce sont de véritables pouponnières de crustacés et de poissons situées le long des côtes. La pêche y est rigoureusement interdite. Alors ils procèdent régulièrement à des opérations coup de poing contre les pêcheurs clandestins. Toute cette zone appartient au parc national de Cabo Orange et la pêche y est interdite. Pourquoi interdite? Parce qu'une loi a décrété cette zone comme espace protégé. C'est une zone de reproduction pour que demain vous puissiez encore pêcher. Parce que si vous pêchez ici, vous allez tuer tous les poissons. Le poisson n'est pas inépuisable. Là-bas au Para, il n'y a pas de poissons? Si, il y en a. Alors pourquoi vous venez pêcher ici? Ici, la région est très bonne, alors que le Para, c'est plus fait pour les petites embarcations. Ici, la zone est mieux pour les grands bateaux. Dans cette zone, la pêche est interdite. Vous ne pouvez pas pêcher ici. Moi, je suis en train de faire un travail de prévention écologique. Et nous surveillons cette zone pour favoriser la reproduction des poissons, afin que vous puissiez continuer à pêcher, d'accord?
C'est pourquoi la pêche est interdite dans toute la zone. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez ramasser vos filets et partir. OK ? Est-ce qu'ils voient l'importance pour eux que ce contrôle se fasse? Il y a les pêcheurs qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas l'importance de ces contrôles. Parallèlement à ça, le parc fait un travail d'éducation à l'environnement auprès de la communauté des pêcheurs pour qu'ils comprennent la nécessité de préserver ces espèces. La pêche illégale saisie est partagée gratuitement entre les cantines scolaires et les familles. À Oiapoque, de nombreuses personnes sont sans ressources. Dans le groupe d'intervention des agents fédéraux, 2 assistants sociaux accompagnent toujours la commissaire. Leur rôle, contrôler la réception et la redistribution du poisson saisi. Antoine poursuit son voyage côté brésilien. Sur son chemin, il fait une rencontre improbable. En fait, il est en train de charger du sable pour la construction, soit du côté français, soit du côté brésilien. C'est pas une activité franchement légale. Antoine arrive chez Rona, un de ses amis. Cet ancien orpailleur mène une initiative originale en collaboration avec le parc naturel régional de Guyane, repeupler le fleuve Oyapock de tortues. Rona tient à montrer à Antoine les bébés tortues qui sont placés dans un bassin de croissance pendant 3 mois pour les protéger des prédateurs. Donc là, on se trouve sur le programme Podonimis uniphilis. Oui, c'est ça, cette espèce là. Cette année, on a eu l'autorisation de récolter 4000 œufs. D'accord. Et là, à 3 mois, 4, on relâche. C'est une réussite. Près de 3500 tortues sont ainsi sauvées. Cela représente 85% des naissances. Quand les nouveau-nés ont 3 à 4 mois, Rona remonte l'Oyapock et ses affluents sur plus de 140 km pour les relâcher dans les rivières et les criques. Rona, parallèlement à son élevage de tortues, développe un projet d'écotourisme. Des bungalows sont réservés toute l'année par une clientèle essentiellement européenne, en quête d'authenticité. Les séjours sont basés sur la découverte de la nature, une activité florissante. Antoine a repris sa mission sur le fleuve, mais cette fois du côté français. Avant de repartir, il savoure cet instant près de l'île des Perroquets. Cet oiseau est l'emblème des îles de l'estuaire de l'Oyapock. Il raffole des graines des palmiers Wassaï, un palmier qui pousse en abondance sur le bord des 2 rives. Son fruit est extrêmement riche en antioxydants. Ici, nous sommes à Wanari, dans le premier village de l'estuaire, juste avant l'embouchure entre l'Oyapock et l'océan Atlantique. Aux yeux d'Antoine, l'exploitation du palmier Wassaï est l'une des meilleures solutions pour faire vivre la commune. L'objectif n'est pas d'en faire des vergers, mais d'utiliser les forêts de Wassaï en faisant une gestion raisonnée. Ce qui veut dire que nous allons diminuer la densité pour permettre aux fruits d'être beaucoup plus épais et pour avoir des troncs beaucoup plus épais également, puisque la récolte se fait en grimpant aux arbres. Antoine se rend dans le village de Trois-Palétuviers. C'est un village palicure, l'une des 6 ethnies amérindiennes. La présence des jaguars dans cette partie de l'estuaire le préoccupe. Maintenir le dialogue avec ces populations fait également partie de ses missions. Il est parfois délicat de demander aux Amérindiens de ne pas tuer les jaguars, alors que ceux-ci peuvent s'avérer très dangereux. Bonjour madame, ça va bien? Ça va, monsieur. Oui, est-ce que je peux voir madame Yvette? D'accord, merci beaucoup. Bonjour la famille, tout le monde bien? Bonjour Yvette, ça va? Mirzet. Mirzet, bonjour aussi, tu vas bien? Mirzet, tu vas bien toi? Oui, ça va. Alors quoi de nouveau depuis la dernière fois? Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers avec le jaguar ici? Il y en a moins ou plus qu'avant? Je crois qu'il y a moins.
Parce que c'est difficile qu'on voit les jaguars ici. C'est difficile de voir le jaguar ici. De l'autre côté du fleuve, les agents brésiliens du parc national cherchent eux aussi à sensibiliser les Amérindiens à la protection de l'espèce. La jeune vétérinaire du parc peine à les convaincre de ne pas chasser les jaguars. Ce jaguar, il était petit ou c'était un adulte? Vous vous souvenez? Il était jeune. Ah, il était jeune. Vous vous rappelez s'il était seul ou s'il y avait d'autres jaguars avec lui? Non, non. Il était seul alors. Oui, tout seul. Il s'approchait de chez vous combien de fois par semaine? Il venait de temps en temps. Des fois, une fois par mois, des fois tous les 15 jours. Il venait souvent, mais à chaque fois, il s'échappait. Et on n'arrivait pas à l'attraper. Et il a causé des problèmes? Un jour, il a tué les chiens et puis il a disparu. Ah bon, ici, à Vila Velha. Ah, il y avait des traces, c'était où? Là, juste derrière la maison, tout près. On aimerait bien que vous nous préveniez quand vous voyez qu'il y a un jaguar dans la région, ou que vous voyez des empreintes, car on est presque tout le temps là. Tenez-nous au courant si vous savez quelque chose. Nadine se rend maintenant dans l'ouest de la Guyane, à Kourou, où se situe sur le littoral le centre spatial guyanais. Le pas de tir des fusées se trouve au cœur d'un immense espace naturel tout à fait étonnant. Nadine s'interroge sur les conséquences des tirs de fusée sur la faune et la flore. Elle doit rencontrer Sandrine Richard, ingénieure environnement du CNES. Son service étudie avec minutie les impacts des lancements de fusées sur l'écosystème du site de Kourou. Sandrine est une passionnée. Elle suit tous ces aspects avec beaucoup d'intérêt. Alors on est ici sur le sentier Ébène, c'est ça? C'est ça, oui. Donc le sentier Ébène est situé au cœur du centre spatial guyanais. On est environ au cœur de 700 km² de milieu naturel. Et c'est un endroit où on peut observer différents types d'écosystèmes. On a créé ce sentier parce qu'au centre spatial, on s'est rendu compte qu'il y avait une véritable richesse en termes de biodiversité. Et ceci suite à des études que l'on mène depuis plus de 20 ans sur l'impact des lancements sur le milieu. Alors on a un territoire grand comme ça parce qu'en cas d'accident du lanceur en vol, en cas d'explosion, ça permet de sécuriser la zone. Donc c'est pour protéger les populations. Donc ce territoire, il est surveillé, mais on n'a pas d'activité humaine dessus. Donc on a, entre guillemets, une sorte de petite réserve naturelle. D'accord. Voilà. Toute une série de contrôles est mise en place pour suivre avec précision les conséquences des activités spatiales sur la qualité de l'eau, de l'air, de la faune et de la flore. Je relève les capteurs environnement suite au lancement d'Ariane 5 d'hier. Je récupère l'eau que l'on a mis en place donc la veille. Elle recueille les particules d'alumine et l'acide chlorhydrique émis par les produits de combustion d'Ariane 5. Sandrine Richard accompagne Olivier Tostin. Cet ingénieur écologue installe des nids sur l'ensemble du site de Kourou pour mieux étudier la population des oiseaux. Il y a une ponte. En fait, il y a 3 œufs en fait. Ah d'accord. Donc c'est plutôt une grosse ponte. Et je serais tenté de dire que c'est parce que c'est des oiseaux fidèles à ce nichoir depuis déjà quelques années maintenant et qui, au gré du temps, produisent des pontes plutôt grandes. Les parents hirondelles sont un peu inquiets de le voir manipuler leurs œufs, mais ils continueront à les couver. Olivier récupère les coquilles après l'éclosion pour les analyser. Magnifique. On étudie à la fois la composition chimique de la coquille et son épaisseur. Et elle va nous renseigner sur d'éventuelles perturbations biochimiques de l'environnement. Près de 500 nichoirs couvrent la base spatiale, du plus près au plus loin des pas de tir. Pour le moment, il n'y a pas de perturbations constatées. Les oiseaux semblent vivre à leur aise dans cet environnement. Alors, des plumes, ça signifie que c'est des hirondelles qui sont dedans. Et regarde de quoi c'est. Waouh, les chouettes effraies. Les plumes de chouettes effraies. Ça veut dire qu'il y a une chouette effraie à proximité. Parce que les hirondelles, elles sont... Enfin, là, ici, c'est l'hirondelle à aile blanche. On a vu les adultes tout à l'heure, là. D'accord. Et là. Mais c'est typique de cette espèce.
un mélange de paille et de beaucoup de plumes. Donc là, on a trois témoignages le témoignage de 3 reproductions passées. Alors ça, c'est une mode un peu ancienne, le fermer comme ça, mais bon, tout ça, c'était censé être en galva, machin, tu parles. Oui. Je pense qu'on va avoir le même type de nid. Sûrement. D'ailleurs, tu vois, on voit déjà des morceaux de paille. Enfin, je dis sûrement. Mais on va quand même... Ah, ça a l'air un peu moins richement doté, là. Quand il y en a un occupé, l'autre à côté ne l'est pas, parce qu'ils sont probablement à une densité assez forte ici. Il y en a même encore un là. Enfin, en fait, on a une densité très forte. Il y en a 2 sur la barrière. Oui, il n'y a peut-être pas assez d'oiseaux pour investir les nichoirs. Oui, parce que les ressources alimentaires font que voilà, on arrive un peu à occuper un maximum. Et je pense qu'il doit y avoir quand même probablement 4 couples qui occupent cet espace-là, ce qui est quand même déjà pas mal. Ouais. Et tu vois, quand il y a un couple qui occupe sa boîte, même quand elle est vide, il n'y a pas de guêpes dedans. Oui, c'est ça, ils surveillent en fait. Ils surveillent, ils font les gardiens et le nettoyage, entretien et nettoyage, voilà. Après chaque lancement, la crique de Karuabo, située à proximité de la zone de tir, est contrôlée. Une équipe de scientifiques relève les filets posés la veille sur plus de 2 km. Les poissons et insectes sont des indices très fiables de la qualité de l'eau. Les analyses le confirment, ici le milieu aquatique demeure en bonne santé. L'abondance de poissons a même permis à la population des loutres géantes, menacées d'extinction, de se maintenir sur ce site du littoral guyanais. Sandrine doit aussi répertorier la faune sauvage. Un véritable challenge car les animaux sont discrets, beaucoup d'entre eux se déplacent la nuit et les forêts sont denses. C'est le domaine de Cécile Richard en Seine. Salut! Qu'est-ce que tu as vu? T'as vu? Il y a des nouvelles traces. Cécile travaille pour l'Office national de la chasse et la faune sauvage. Sandrine l'accompagne. T'as vu? Il y en a des nouvelles. Il y a toutes les vieilles là. Et celle-là. Ah, mais c'est quoi qui a fait ça? C'est jaguar, je pense. Hein. Regarde, t'as vu la hauteur? Ah, bah le même, ça c'est difficile à dire parce qu'il y en a quand même pas mal dans la zone. Mais par contre, je sais pas si tu les connaissais toi ces traces parce qu'elles sont récentes. Hein. Ah oui, récentes parce que moi je suis passée il y a 2 semaines, elles n'y étaient pas. C'est bien. Et là on va aller voir le piège là. Tu vas appâter? Ouais, j'allais appâter pour retendre le piège à Pécari là. Ah ok. Donc, du coup, on peut y aller? Ouais, si tu veux. Ça, on va voir ce que ça. Pour réaliser un inventaire de cette faune, Cécile montre à Sandrine Richard les dispositifs ingénieux qu'elle a mis en place. Elle a fait installer des pièges afin de capturer des animaux pour les équiper d'un collier GPS. Tu vois, les bestioles, ils sont passés il n'y a pas longtemps. Regarde. Oh là là, tout ça, c'est tout retourné là. Ouais. Donc notre piège, on y arrive bientôt. Alors je ne sais pas s'ils seront passés au piège ou pas, on verra. Mais il n'est pas tendu là parce que comme il y avait un tir, on avait été obligé de détendre pour le moment. Mais tout ça, c'est tout retourné. Ouais, donc voilà le piège. Donc là, il est bloqué ouvert en fait, parce que comme on n'avait pas accès à la zone pendant un jour ou deux, eh ben, on ne veut pas que les animaux se prennent tant qu'on n'est pas là, parce qu'il faut qu'on puisse intervenir tout de suite. Donc le principe, je vais te montrer. Il y a les appâts là-bas, je vais en remettre. Il y a un petit fil de déclenchement. Fais gaffe à ne pas faire tomber le bâton. Le bâton là, oui. Voilà, puisque là, le bâton pour l'instant bloque la porte pour pas qu'il se prenne quand on ne peut pas intervenir. Donc il est laissé bloqué depuis un jour ou deux. Donc plusieurs trucs, on va d'abord remettre un peu des appâts. C'est des awaras qu'on ramasse parce que c'est en plein dans la saison. Les awaras ça marche bien, c'est un fruit naturel, on sait que les cochons ils adorent. Et sinon on met les mangues. Ouais. Ça c'est le système de déclenchement. Okay. Donc il faut trouver le fil, voilà. Tu vois, ça c'est le fil déclencheur. Donc quand ils vont venir manger les awaras, ils vont se prendre le pied dans le fil qui est le plus fin possible et invisible.
Et ça va nous envoyer un message par satellite sur notre mail et sur notre téléphone accessoirement. Et donc du coup, tu interviens. Et du coup, on sait qu'il y a une capture, on sait en tout cas que la porte s'est fermée. Et du coup, là, on vient le plus vite possible. Allez, je suis le pécari du coin. Ah, tu vois, ah oui. Voilà. D'accord, c'est instantané. Attends, tu veux que je passe de l'autre côté? En principe, ça glisse dessus. Ça, c'est l'anti-retour. Voilà, il faut que ça glisse entre les deux poteaux. Comme ça, d'accord. Voilà. Pour surveiller si jamais... Dans les 3 premiers mois, plus de 27 espèces ont été répertoriées. Ce qu'on va faire là, c'est changer la carte mémoire. Comme ça, on verra s'il y a des animaux qui sont passés. Bon. Et là, du coup, tu peux photographier tout ce qui passe. Ben là, du coup, tout ce qui passe, effectivement, est pris en photo. Là, c'est pas le but. Celui-là, c'est vraiment pour surveiller le piège. Mais c'est exactement les mêmes types d'appareils qu'on avait quand on a fait les premières manips pour vous, de surveiller, enfin, d'essayer d'avoir une idée de toute la diversité qu'il y avait sur la zone, quoi. On a vu au moins une trentaine, si je me souviens bien, d'espèces différentes, toutes les espèces de félins, des espèces rares comme le grand cabassou. Bon, alors il y a des espèces plus ou moins abondantes, mais en diversité, il y avait une très très bonne diversité. Alors évidemment, en plus, ça échantillonne que la diversité terrestre. Pour les singes, on a fait d'autres études, on a fait des comptages à vue, parce que ça, les singes, ils viennent pas passer devant. Mais tout ce qui est diversité terrestre, on a vu ici, c'était vraiment varié. Le constat est surprenant. Ici, la conquête de l'espace sert indirectement la protection de la nature. Interdisant l'accès à une vaste zone, le centre spatial guyanais empêche la pression humaine sur le milieu naturel. Pas de chasse ni de pêche, alors tout ce territoire a conservé une biodiversité exceptionnelle. Les marais de Yilli se situent entre Kourou et la réserve de l'Amana. Ils s'étendent sur 15 000 hectares. Une nouvelle zone humide du littoral guyanais à explorer. Charles Bergère est responsable de la brigade de l'environnement de Sinnamary. Ses parents sont arrivés dans les années 70 pour le Plan Vert, un programme de valorisation agricole. Charles veut préserver la terre de son enfance. Il est spécialisé dans le machinisme agricole et entretient désormais ses chers marais pour la commune. Son défi ? Défricher les herbes qui envahissent les eaux et en permettre ainsi l'écoulement. C'est un combat de titans pour lequel il n'hésite pas à employer les grands moyens. Les marais d'Yilli, ben voilà, c'est mon chez-moi. C'est là où j'ai vécu beaucoup de souvenirs d'enfance. C'est là où je venais chasser, où je venais pêcher. Il faut savoir qu'avant l'acquisition par le Conservatoire du littoral ici, c'était un lieu où il y avait beaucoup d'usages. Maintenant que c'est un lieu protégé, il faut que ce soit les acteurs de l'environnement qui soient locaux, qui permettent de valoriser cette protection, parce que sinon on peut y faire un petit peu n'importe quoi. Ici aussi, le caïman est une espèce protégée. La chasse est autorisée, mais la vente est interdite. On peut le chasser facilement car il suffit de l'appeler pour l'attirer. Alors le braconnage se pratique à outrance et la vente du caïman crée un marché parallèle en pleine expansion. Charles a son idée pour y mettre un terme. Aujourd'hui, on favorise des porteurs de projets qui voudraient faire des élevages de ces caïmans, parce que ça s'élève quand même particulièrement bien. C'est des animaux à sang froid, ils n'ont pas besoin de beaucoup de nourriture. Et surtout, c'est un marché à développer puisqu'il y a de la consommation qui est déjà évidente. Ce serait certainement un frein au braconnage si on pouvait demain proposer de la viande de caïman légalement sur le marché. À quelques kilomètres des marais de Yilli, la ville de Sinnamary. Sinnamary, c'est la petite commune où je suis né. Il y a à peu près 3000 habitants. C'est un petit village bien sympathique parce que c'est une grande ambiance familiale près du fleuve, avec son église, ses commerces. Et moi, ça me plaît bien de vivre ici. Mais plusieurs fois par an, la ville affronte un véritable fléau, la papillonite. Des milliers de papillons lâchent une substance toxique qui force les habitants à se terrer chez eux. À Sinnamary, quand la nuit tombe, le bourg bascule petit à petit dans l'obscurité jusqu'au noir complet. L'éclairage public reste éteint jusqu'à 22 h, car dès qu'il y a une lumière, cela attire les papillons cendres. Au bord du fleuve, des jeunes allument un feu pour tuer quelques dizaines de ces insectes. En volant, les papillons libèrent des fléchettes microscopiques à l'origine de démangeaisons et d'éruptions cutanées. Ah ouais, ça nous gratte et ça fait, regardez, et ça fait des boutons. C'est irritant quoi, ça gratte, regardez l'exemple. Vous voyez? Là, je suis déjà foutu là pour ce soir. Voilà. Dans ce libre-service pour se protéger des papillons,
on fait entrer les clients un par un. Un employé monte la garde à l'entrée. À Sinnamary, de nombreux commerces ferment le soir ou avancent l'heure de fermeture. On fermait tôt par rapport aux pavillons Nitwala. Au lieu de 21h, on fermait à 19h30 par rapport aux pavillons. Parce que lorsque ça rentre dans le magasin, ça reste. Dans les maisons, chaque famille s'enferme dans l'obscurité. Une prochaine invasion de papillons est attendue dans la ville. Charles rencontre les habitants inquiets à ce sujet. Hey, ça va? Ça tombe. Il y a 2-3 jours et tout, hein? Ouais, ben comme ça. Au cavalier fout l'église. Ah ben oui. Normalement, ils reviennent en août. En août là? Oui, en août on éteint toutes les lumières et on recommence, comme d'habitude. Et notre fête, il n'y aura pas de fête cette année encore? Pareil, hein, ça arrive à la fête et nous, notre fête, c'est d'éteindre la lumière et d'attendre que ça se passe. Ah non. Vive la papillonite. Il y a 50 000 ans, on était ici en pleine mer. Aujourd'hui, c'est la tour d'observation de la Maison de la Nature de Sinnamary. On peut y observer les savanes sèches. C'est le domaine du botaniste Rémi Giraud. Il y passe le plus clair de son temps. Son objectif, recenser les plantes et comprendre le fonctionnement de ce milieu naturel étonnant. Les savanes sèches représentent des intérêts écologiques, paysagers et patrimoniaux. Ce sont des zones importantes pour la protection de nombreuses espèces de plantes et d'oiseaux. Ces espaces immenses n'ont pas toujours été désertiques. Ici, dans la savane de Brigandin, près de Sinnamary, il y avait au XIXe siècle jusqu'à 12 000 têtes de bétail. Il faut imaginer des troupeaux en liberté, il n'y avait pas de barbelés, qui étaient laissés libres dans ces grandes savanes, participaient à les entretenir, et avec des petites habitations un peu éparpillées pour les gens qui s'occupaient du bétail. Cette savane a brûlé cette année. Là, on voit bien les touffes d'herbe qui ont été carbonisées à leur base. En fait, la base des touffes d'herbe sont assez denses et protègent les bourgeons centraux. Et du coup, la plante peut survivre. Et il y a du coup la plupart des plantes qu'on voit ici, c'est des plantes qui sont adaptées au feu. Quand les plantes envahissent les savanes, elles referment l'espace. C'est nuisible pour leur propre écosystème. Elle est progressivement en train de se refermer, elle est en train d'être envahie par ce type d'arbre là. Et bon, c'est un phénomène naturel et normal, mais on a envie de préserver la flore de ces savanes ouvertes qui sont assez particulières. Et pour ça, on est en train de mettre en place un dispositif pour brûler la savane et voir comment se comporte la végétation. Là, on a une petite plante de lisière ou de sous-bois. À la base des feuilles, il y a une paire de domaties. En fait, c'est des petites maisons où vivent les fourmis et elles essaient d'attaquer mon doigt parce que je les dérange. C'est les gardes du corps de la plante. Bon, là, c'est un petit peu humide. Cette zone est composée de champs surélevés. La civilisation précolombienne qui venait de l'estuaire de l'Orénoque a vécu dans cette savane entre l'an 800 et 1200. Déjà à cette époque, l'enjeu était de pouvoir pratiquer l'agriculture. Le seul moyen pour y arriver dans les zones humides est de surélever une partie de la terre. Là voilà, là j'ai les pieds au sec. En fait, cette butte a plus de 1000 ans. Ça fait partie, c'est un de leurs champs surélevés. En fait, c'est plein de petites buttes qui sont toutes alignées en damier les unes à côté des autres. Alors là, donc, je vais retourner entre deux buttes. Puis là, je vais remonter sur une autre butte. Voilà, une nouvelle butte. Et donc ici, ils avaient l'habitude de cultiver a priori du maïs et de la patate douce, il me semble. Avec près de 14 000 hectares, les savanes sèches du littoral offrent des paysages divers. Ici, la savane de Trou-Poisson est la plus grande savane de Guyane. Après chaque inondation, beaucoup de poissons restaient piégés dans les trous. En rentrant de l'école, les enfants les attrapaient à la main pour nourrir toute la famille. Ce milieu naturel recèle des espèces végétales surprenantes. Pourquoi on trouve des plantes carnivores ici? C'est que les savanes ont des sols qui sont extrêmement pauvres. Et du coup, pour trouver les sels minéraux dont elles ont besoin pour pousser, il faut qu'elles les trouvent par un autre moyen. Et du coup, elles vont capturer des petits insectes.
Cette plante-là, elle a des petits pièges au niveau de ses feuilles. En fait, ça ressemble à des gouttes de rosée rouge, un peu comme de la gelée de groseille. Et quand on est un insecte, en général, quand on voit ça, on se précipite dessus parce qu'on se dit que ça va être bon à manger. Sauf qu'en fait, on se retrouve collé à ses poils et on finit par se faire soi-même manger. Les savanes restent des lieux de passage et personne n'y établit sa demeure. Un véritable patrimoine naturel que Rémi contribue à faire connaître et à protéger. Nadine arrive maintenant à la fin de son voyage, non loin de l'estuaire du Maroni, frontalier avec le Suriname, dans la réserve naturelle de l'Amana. L'Amana, la particularité, c'est qu'on est sur la route de l'Ouest, donc on est pas loin du Suriname. C'est un endroit que je connais bien parce que quand j'étais petite, justement, mes parents m'y amenaient pour aller voir la ponte des tortues. Et donc, c'est vraiment un endroit qui marque l'enfance d'un grand nombre de jeunes Guyanais. Ouais. Nadine rencontre Alain Auguste, un agent de la police de l'environnement, et Alexandre Habert, le conservateur adjoint de la réserve. Ici, le phénomène d'érosion lié au courant de l'océan est tel que la côte change d'une année sur l'autre. Bon, la réserve, tu la connais, elle s'étend de l'embouchure du Maroni jusqu'à l'embouchure de l'Organabo ici. Elle couvre 60 km de littoral. Si on suit cette ligne-là, c'est le trait de côte au moment de la création de la réserve, donc en 1998. Et aujourd'hui, en 2015, on voit qu'on a perdu une grosse partie de nos terres. Du coup, on est sur des chiffres assez importants avec, dans ce secteur-là, un trait de côte qui recule ces dernières années entre 150 et 180 mètres par an. Des bancs de vase issus du fleuve de l'Amazone progressent d'est en ouest le long de la côte. Cette dynamique du littoral est si impressionnante que les milieux de la réserve se modifient en permanence. La mangrove d'aujourd'hui devient une plage le lendemain et inversement. C'est aussi un haut lieu de passage pour de nombreuses espèces migratrices et un important site de reproduction. Il renferme des trésors au niveau de la faune et de la végétation. Les lagunes, les rizières et les marais attirent beaucoup d'espèces d'oiseaux, du flamant rose américain à l'ibis rouge, mais aussi des bécasseux, des hérons ou des canards. Et Nadine s'inquiète pour la reproduction des tortues luttes. Le constat est alarmant. En une quinzaine d'années, on est passé de 50 000 pontes par an à 1500. Et les bébés tortues doivent affronter un monde hostile. Les menaces d'abord sur la prédation. Ouais. Ici, les chiens errants qui déterrent les œufs, soit qui mangent les petites lorsqu'il y a les émergences. La prédation de l'homme aussi. Et puis tout ce qui s'ensuit comme prédation naturelle, les crabes, les charognards et les poissons, comme les ciliures. Ainsi que la pêche illégale. Donc, la pêche illégale, essentiellement des gens qui viennent pêcher dans les eaux territoriales françaises, notamment du Suriname et du Guyana. Il ne faut surtout pas déranger les tortues quand elles viennent pondre sur la plage. Elles risquent de faire demi-tour pour regagner la mer. Cette tortue lutte pèse près de 300 kg. La ponte va durer environ 1h30. C'est à ce moment-là qu'elle est le moins sensible à son environnement et que l'on peut l'observer. L'espèce est menacée et nécessite une protection particulière. Cette nuit, une équipe du CNRS est mobilisée pour équiper cette tortue avec un GPS. Là, cette nuit, depuis le début de la nuit, vous êtes à combien de Je sais pas, Marc, tu as déjà... Une quinzaine de tortues pour l'instant. D'accord. Toutes espèces confondues ou... Oui, lutte et verte. Et ça fait quoi en proportion 4-5 luttes pour le reste de verte. Donc là, la saison pour les luttes a bien démarré C'est ça, depuis le début du mois. Depuis plusieurs années, Damien et son équipe se sont attelés à un défi d'envergure. Faire un suivi précis des tortues sur la réserve de l'Amana. C'est ici qu'est la plus importante concentration de ces tortues à l'échelle mondiale. Et l'équipe du CNRS effectue aussi un suivi en mer des tortues grâce à des balises Argos. Ils veulent comprendre comment le milieu océanique influence leur comportement. Alexandre Habert est ingénieur en gestion de l'eau. Sa passion pour la nature s'est construite au fil du temps
de bénévolat en association. Il est devenu conservateur adjoint de la réserve de l'Amana pour vivre sa passion à plein temps. Son intérêt se focalise sur les canards. Cette espèce est fragilisée par la présence de nombreux chasseurs. Alexandre se rend à la savane Sarcelles car elle concentre sur ses marais 90% de la population de canards de Guyane. Mais c'est une zone difficile d'accès. Depuis 2 ans, Alexandre expérimente une méthode pour protéger les canards. Il a établi un dialogue entre les communes, les habitants et les chasseurs. Les premiers résultats se font sentir. Les habitants ne construisent plus sur le territoire pour s'y installer, les chasseurs pratiquent leur activité d'une façon plus raisonnée et les scientifiques peuvent enfin étudier l'environnement. C'est un marais labyrinthe où il est très facile de se perdre. Donc, moi-même, je me suis déjà perdu à de nombreuses reprises, même à l'aide d'un GPS. Donc, il faut avoir un bon sens de l'orientation. Le fait que ce soit un marais de saumâtre implique directement la végétation qu'on va y trouver. Hein. Donc, juste à côté de nous, on peut observer les pieds de palétuvier, qui sont donc la végétation qui constitue la mangrove. La réserve est quasiment exclusivement constituée de cette végétation-là, voilà, qui était une espèce végétale halophile hein, qui aime le sel, et donc on va retrouver sur l'intégralité des marais. La savane Sarcelles renferme un certain nombre d'espèces relativement importantes qui justifient que le milieu nécessite d'être sauvegardé si on veut pouvoir conserver ces populations uniques pour la région de la Guyane, quoi. En Guyane, peut-être plus qu'ailleurs, la question de la protection de la nature est devenue un enjeu majeur. De nombreux scientifiques travaillent dans des parcs naturels, des espaces privilégiés où la pression humaine est limitée. La Guyane, avec ses zones humides remarquables et sa forêt amazonienne, est une terre porteuse d'espoir pour la biodiversité mondiale.